La guerre est de nouveau en Russie et Poutine est en panique, car cette fois l'Ukraine a visé quelque chose que la Russie ne peut pas facilement remplacer. Et les soldats russes en première ligne sont maintenant en difficulté à cause de cela. Une attaque massive de drones a été ciblée sur Saransk en Russie, plus précisément sur l'usine de systèmes de fibres optiques. C'est la seule usine en Russie qui produit 4 millions de kilomètres de fibres par an. L'entreprise fabrique des câbles à fibres optiques utilisés pour contrôler les drones qui sont de plus en plus utilisés sur les lignes de front. Maintenant, j'ai beaucoup de clips à vous montrer de cette attaque, mais avant même que nous y arrivions, je voulais partager l'histoire la plus drôle que j'ai jamais vue. Il semblerait que l'armée ukrainienne ait eu l'idée d'attaquer cette usine à partir d'un tweet. Regardez. Vous voyez ce post, les gars? Ce compte a posté à propos du seul producteur domestique de fibres optiques en Russie qui était cette usine avec l'adresse Google. Portez une attention particulière à cette date. Il a posté cela le 21 mars 2025, donc seulement le mois dernier. Puis l'attaque a eu lieu le 2 avril 2025. Il semble donc que quelqu'un des services de sécurité ukrainiens prête attention à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Désormais, non seulement les Ukrainiens, mais aussi les responsables russes sont attentifs aux réseaux sociaux. Car quelques jours plus tôt, j'ai remarqué que notre compte Twitter avait été bloqué par l'un des membres les plus haut placés du gouvernement russe sans aucune raison apparente. Ce membre n'est autre que l'ancien président russe Dmitri Medvedev. Je suppose qu'il n'aime pas vraiment notre couverture de cette guerre et de l'invasion insensée de Poutine. Je suppose qu'il n'aime pas non plus que nous l'appelions la marionnette de Poutine et c'est pourquoi il nous a bloqués sur Twitter. Mais revenons à cette attaque de câbles à fibre optique. Laissez-moi vous montrer pourquoi les câbles à fibre optique sont si importants dans la guerre qui se déroule entre la Russie et l'Ukraine. Des drones qui volent à des vitesses allant jusqu'à 60 km par heure effectuent des manœuvres, ce qui signifie qu'ils volent jusqu'à 10 km en même temps. Il se pourrait qu'ils utilisent la fibre optique, qui est stable et ne se brise pas à de telles distances. L'armée russe utilise des drones vol en immersion avec fibre optique depuis plusieurs mois. Ils ont commencé à les déployer activement, principalement dans la région de Koursk en Russie. Le signal vidéo est de haute qualité et ne disparaît pas jusqu'au moment de la détonation. Le flux vidéo est ininterceptable. Un fil s'étend derrière le drone, par lequel il est contrôlé au lieu d'utiliser un canal radio. Il n'est pas possible de brouiller le signal du véhicule aérien sans pilote. Les deux camps utilisent maintenant des drones à fibre optique pour contrer le brouillage de signal effectué par les soldats adverses. De cette façon, le drone ne se fait pas brouiller à la dernière seconde et ne perd pas le signal et ne manque pas la cible maintenant, malheureusement pour les soldats russes. Ils viennent de perdre leur seule usine qui produit ces câbles. Voici des clips montrant comment ça vole en plein vol. Maintenant, dans ce prochain clip, nous pouvons réellement voir le drone entrer dans l'usine et ensuite l'explosion se produire. Selon les médias russes, il y a eu des attaques de drones la nuit dernière. Nous avons maintenant plus de détails sur ces incidents. Un drone a attaqué une usine de fibres optiques dans les Sarang en Russie. Il est à noter que c'est la République de Mordivie à au moins 7000 km de la frontière ukrainienne. Je pense que c'est environ 5000 miles. Les habitants ont compté au moins 12 drones et ont publié des images de frappes de précision. Les autorités locales ont aussi rapporté une attaque sur un site industriel dans une autre région. Les drones ont ciblé une usine promise qui produit des explosifs pour l'armée russe. Maintenant, dans ce prochain clip, nous voyons les conséquences de la première attaque. Et souvenez-vous que j'ai dit première attaque car il s'avère que l'Ukraine a décidé d'attaquer la même usine le jour suivant. Le bon vieux double tap. Voici le clip de la première nuit. Après cela, le lendemain matin, l'Ukraine a décidé d'attaquer à nouveau l'usine. Cette fois, il s'agit non pas de drones, mais d'un petit avion. Ils ont transformé un petit avion en drone, l'ont rempli d'explosifs et l'ont simplement envoyé à une usine qui est presque à 1000 km de la frontière ukrainienne. Voici le clip de l'avion, c'est dingue.
Je n'arrive toujours pas à croire que les forces de sécurité ukrainiennes ont probablement eu cette idée à partir d'un post sur Twitter. Enfin, c'est la guerre moderne, je suppose. Cette instance me rappelle une citation que j'ai entendue d'un directeur du Federal Bureau of Investigation, ou je suppose ancien directeur du Federal Bureau of Investigation, où il a dit que 90% des renseignements que le Federal Bureau of Investigation trouve sont déjà dans le monde. Ils doivent juste les trouver. Je suppose qu'avec l'utilisation des médias sociaux maintenant sur les lignes de front, ce nombre est bien supérieur à 4,26. Mais en revenant au plan de fibre optique, c'est certainement une grande victoire pour l'Ukraine, mais malheureusement, il est peu probable que cela ait des impacts majeurs sur les lignes de front, car même si la Russie n'a qu'une seule usine produisant les câbles à fibre optique, ils ont toujours des fournisseurs chinois qui contrôlent environ 75% du marché russe de la fibre optique. Ce qui signifie que pendant que cette usine est hors ligne, la demande se déplacera simplement vers l'achat de plus en plus de produits chinois. Surtout maintenant que les États-Unis imposent des tarifs sur toutes les exportations chinoises. Cependant, cela ne veut pas dire que cette attaque était un échec. Cela envoie un message fort à la Russie et aux Russes que les Ukrainiens peuvent les atteindre où qu'ils soient. Les Ukrainiens peuvent cibler en profondeur à l'intérieur de la Russie. Cela provoque en fait une grande panique parmi les blogueurs militaires en Russie. Ici, j'ai un rapport d'un Russe ayant une crise de colère à cause de cette attaque. Et il ne pouvait pas comprendre comment le ministère de la Défense russe n'a pas pu protéger la seule usine de fibre optique en Russie. Voici le rapport. Maintenant, ceci est la lecture de leur version traduite du message qu'ils ont mis sur leur télégramme. Non, bien sûr, le ministère de la Défense et le complexe militaro-industriel ne pouvaient certainement pas protéger la seule usine de fibre optique en Russie. Pourquoi s'embêter? On l'achètera simplement de Chine. C'est ainsi que nous nous battons. Pendant ce temps, le mot « Anka », c'est comme l'argot qu'ils ont pour les Ukrainiens. C'est un argot péjoratif. Ce sont des salauds malins. Ils savent exactement où aller, et ces animaux de Samara savent certainement comment tout filmer. Mais la Douma est trop occupée à se battre, à intimider au lieu de passer des lois pour punir ceux qui aident l'ennemi en filmant des frappes après la messe ou des lois pour la défense aérienne locale. Bien sûr, c'est la faute des blogueurs de guerre. Ils ne suivent pas les règles et s'immiscent là où ils ne devraient pas. N'est-ce pas, Monsieur Chromink? Vous savez ce que je dis, toujours une bonne journée quand les Russes paniquent, donc définitivement une bonne journée aujourd'hui. Passons à la suite. J'ai le général Cavoli du commandement États-Unis-Europe qui partage ses réflexions sur l'évolution de cette guerre, comment les États-Unis voient l'avancement de cette guerre et comment ils pensent qu'elle se terminera. C'est un clip un peu plus long, mais il vaut vraiment la peine d'être regardé car c'est le commandant militaire américain le plus proche de l'Ukraine. Il suit la guerre de près et dit probablement la même chose à toute l'administration Trump. Il est donc crucial d'écouter son point de vue sur le déroulement de cette guerre. Voici le clip qui m'a beaucoup appris. Avant que vous ne continuiez en février de 22, nous n'aurions jamais rêvé d'une telle perte de la part de la Russie. Charles, n'est-ce pas? Nous n'aurions pas. Je n'avais pas prévu que la guerre dure aussi longtemps. Et je n'avais pas prévu que l'Ukraine soit capable de détruire autant de capacités de combat de la Russie. J'espère que je n'ai pas interrompu votre fil de pensée. Alors continuez. Non. Donc, en observant les Russes, nous constatons que leur niveau de compétence dans certains domaines techniques est très élevé et évolue au cours de la guerre, mais il est principalement isolé dans des poches spécifiques. Il ne semble pas être généralisable à travers la force. Globalement, la qualité de leur force, en particulier terrestre, a diminué tout au long du conflit. Du côté ukrainien, nous observons l'inverse, une armée qui a débuté pratiquement à partir de zéro. Nous les avions aidés avant la guerre, mais pas autant qu'après. Ils ont évolué et se sont développés très rapidement. Nous avons beaucoup appris sur l'adaptation institutionnelle en observant les deux côtés. Si nous ou nos alliés de l'OTAN devions affronter la Russie, nous-mêmes dans un conflit, en raison de ce que nous avons appris, serions-nous exponentiellement mieux aujourd'hui grâce aux leçons que nous avons apprises au cours des 2 dernières années et demie? Oh oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Dites un mot ou 2 et demi, 1 minute sur l'économie russe. Donc l'économie russe a été à la fois renforcée et déformée par cette guerre. Plus précisément, le gouvernement russe a dû suralimenter son secteur de la défense. Et ce faisant, ils ont créé de très fortes pressions inflationnistes dans toute l'économie, mais surtout dans le secteur civil.
Ils ont répondu à cela avec des taux d'intérêt élevés pour contenir l'inflation. Elvira Nabiulina, la banquière centrale, a fixé le taux directeur au jour le jour à plus de 21%. Cela étouffe la viabilité de l'économie civile. Donc, on a un énorme secteur de défense surdimensionné, mais un secteur civil anémique. Et ce secteur de défense, comme vous le savez, Monsieur le Président, n'est pas un centre productif, pas une économie productive pour la nation. Il est productif pour la conduite de la guerre, mais au-delà de cela, il a à peu près tout submergé et il semble qu'il sera très difficile de dénouer un tel déséquilibre et nous devrons en tenir compte. Merci, Général Cavoli. Pourriez-vous donner au comité une brève évaluation du champ de bataille? Nous entendons beaucoup parler des défis de l'Ukraine, mais d'après ce que je comprends, ils tiennent toujours un territoire significatif. Ils mènent le combat contre les Russes et innovent sur le champ de bataille quotidiennement. Sénateur Reid, tout ce qui précède est vrai. Donc, si nous prenons juste un moment et descendons la ligne de front des troupes, si. Si ça ne vous dérange pas. Donc, si nous commençons dans la partie nord du champ de bataille, la zone de champ de bataille active, c'est l'endroit où l'Ukraine a poussé une avancée en Russie dans une zone appelée Kursk, et ils ont pris une grande partie de Kursk. C'est là que les Russes ont introduit des troupes nord-coréennes pour aider à repousser les Ukrainiens. Ils ont fixé un objectif initial de fin septembre pour avoir les Ukrainiens hors de Kursk. Les Ukrainiens sont toujours à Kursk aujourd'hui. Il y a une force considérable qui tient une partie considérablement réduite, mais considérable de terrain à l'intérieur de la Russie, dans l'oblast de Kursk en ce moment, et ils tiennent sur un terrain défensif très bon au sud de là, à Belgorod. Les Ukrainiens, il y a quelques semaines, ont poussé une contre-offensive plus petite de retour en Russie. Donc, nous avons toujours un va-et-vient dans cette zone. Si nous descendons à l'intérieur de l'Ukraine vers certains des grands champs de bataille à Louhansk, et tout d'abord, il y a la ville juste à l'ouest de l'ancien Bakhmout appelée Chossivyar. Les Ukrainiens et les Russes se battent pour cette ville et la ville au sud de celle-ci, Turetsk, depuis environ 8 mois maintenant. Ces dernières semaines, les offensives russes ont en quelque sorte perdu de leur vigueur. Ils avaient diminué en échelle, passant de la taille d'une compagnie à celle d'un peloton, maintenant essentiellement de petits groupes d'infanterie essayant de se précipiter sous le feu de l'artillerie, et ils n'ont pas réussi à gagner du terrain ces dernières semaines. En fait, les Ukrainiens ont repris un peu de terrain sur eux. Si nous descendons plus au sud, à partir de là, nous arrivons à Pokrovsk, dans la province de Donetsk, où les Russes continuent d'essayer de prendre Pokrovsk. Ils sont bloqués sur leurs axes en essayant de l'encercler. Ils se sont rapprochés assez près, mais les Ukrainiens ont réussi à retenir les Russes. C'est sur le terrain. Les Russes semblent souffrir d'un manque de véhicules blindés et de main-d'œuvre. Les Ukrainiens, de leur côté, ont pris des positions défensives très fortes, bien retranchées, et semblent avoir résolu certains de leurs problèmes de main-d'œuvre qui étaient si aigus l'automne dernier. Ils ont augmenté le nombre de personnes disponibles pour la mobilisation. Ils ont augmenté le nombre de personnes disponibles pour le recrutement volontaire. Et ils ont fait du bon travail en poussant les gens des quartiers généraux vers le front. Comme vient de le dire le général, l'armée ukrainienne a évolué et s'est adaptée très rapidement aux changements modernes dans la guerre sur le champ de bataille. Un des exemples parfaits de cela est l'industrie ukrainienne des drones. Elle était inexistante avant que cette invasion ne commence en 2022 et maintenant c'est probablement l'une des plus grandes au monde, si ce n'est la plus grande. Ils sont sur la bonne voie pour produire plus de 4 millions de drones dans cette guerre, tandis que la Russie, d'autre part, dépend des composants de drones chinois et des fabricants de drones chinois. La Russie n'a toujours pas d'industrie de drones, alors que l'Ukraine a l'une des plus grandes industries de drones, où elle n'avait rien il y a seulement 3 ans maintenant, bien sûr, comme le dit le célèbre adage militaire. La quantité est une qualité en soi, et l'Ukraine produit une quantité massive de drones. Mais en plus de cela, ils ont innové en produisant de nombreux types de drones différents et l'une de leurs dernières innovations est le drone virus. C'est exactement ce que le nom suggère. C'est un drone qui peut pirater les systèmes russes et propager des logiciels malveillants pour les rendre inutiles. Donc, encore une fois, je n'ai nul autre que l'ancien Navy Sea, Air and Land, Chuck Barr pour expliquer comment fonctionne ce drone virus et comment l'Ukraine l'a inventé, ou, je suppose, l'a innové. Sur la ligne 0 à Donetsk,
Une position russe en première ligne se prépare à une frappe de drone ukrainienne. Le grondement des moteurs se rapproche, puis un vol en immersion ukrainien vacille, pique vers le bas et s'écrase à 50 mètres devant la ligne de tranchée russe. En s'approchant de l'épave, les Russes voient la tête d'ogive roquette anti-char du drone coincée dans une flaque de boue. Un pétard mouillé. Ils rendent l'explosif sûr et se précipitent vers le quartier général avec leur prix. Un drone vole en immersion ukrainien de pointe abattu par la guerre électronique russe, du moins le pense-t-il. Au cours d'une semaine, une douzaine d'autres drones ukrainiens manquent leur cible et sont rapidement récupérés par des unités russes à Luhansk, Kupiansk, Chassiv Yar et Kherson. Chaque fois, les Russes sont ravis de saisir un drone ukrainien écrasé pour jeter un coup d'œil à la dernière technologie. Mais il s'avère que la capture de ces drones faisait partie un plan ukrainien, et les Russes regretteront le jour où ils ont quitté leur abri. Ces drones ukrainiens capturés n'étaient pas simplement des débris, ils étaient des chevaux de Troie, remplis de micrologiciels malveillants qui infectent maintenant les systèmes russes. Le virus se propage comme une peste numérique à travers la flotte de drones de la Russie, les vols en immersion et même leurs plateformes de frappe en haute altitude. Le premier cheval de Troie a été utilisé contre la ville de Troie par Ulysse en 1200 avant Jésus-Christ. De même pour les Russes, les cadeaux proposés étaient trop tentants pour résister, mais certains Russes étaient méfiants. De retour à Troie, les Grecs avaient un atout dans leur manche, et les Ukrainiens pourraient en avoir un aussi. Peu de gens le savent, dans la ville de Troie se trouvait un traître grec nommé Sinon, un faux déserteur et agent double travaillant pour Ulysse. C'est Sinon qui a convaincu les Troyens que le cheval laissé à leur porte était un hommage et une offrande de paix, une idole qui apporterait la victoire à Troie. Sinon les a exhortés à amener le cheval dans la forteresse, et la suite est histoire. Le service de sécurité de l'Ukraine ukrainien avait-il un agent haut placé au sein du programme de drones de la Russie? Un agent double ukrainien a-t-il pris la décision de commencer à recycler les drones ukrainiens? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais une erreur aussi grande, étendue et potentiellement décisive dans une guerre, de tels échecs épiques arrivent rarement par accident. Dans la guerre russo-ukrainienne, un combat acharné et de haute technologie, le champ de bataille est autant un terrain d'essai pour l'innovation qu'un cimetière pour l'hubris. Le dernier rebondissement dans ce contexte vient tout droit d'un thriller cyberpunk. La Russie, dans sa désespération pour suivre le rythme de l'assaut incessant de drones ukrainiens, a ordonné aux Vatniks de première ligne de récupérer tous les véhicules aériens ukrainiens abattus. Ils s'y sont attaqués comme des charognards sur une route. Quel était le plan russe? Rétroconcevoir les armes ukrainiennes, les réaffecter et retourner les propres outils de Kiev contre ses défenseurs. C'est un classique de Moscou, arrogant, opportuniste et à courte vue. Mais le plan de recyclage du Kremlin a fait un retour de flamme d'une manière aussi poétique que karmique. Alors qu'il se penchait sur les drones ukrainiens capturés, les techniciens russes ont téléchargé le firmware, copié les commandes de vol et les ont intégrés dans leurs propres drones. Ils ont également recyclé les pièces détachées, moteurs, interrupteurs, disques durs et caméras. Tout le temps en propageant des morceaux de code malveillants qui seraient une catastrophe pour leur propre machine volante. Puis les choses ont littéralement commencé à déraper. Ce n'était pas seulement une erreur tactique, c'est une véritable catastrophe pour la machine de guerre de Poutine, et pour l'Ukraine, c'est un coup de maître de la guerre asymétrique qui prouve, une fois de plus, pourquoi l'ingéniosité débrouillarde de Kiev surpasse constamment la puissance lourde de Moscou. Alors décomposons-le. Le programme de drones de l'Ukraine produit maintenant plus de 2,2 millions d'unités par an, avec un objectif cette année de 4,5 millions de drones, sont devenus l'épine dorsale de la défense ukrainienne, déchiquetant l'armure russe, perturbant le ravitaillement et obligeant les troupes de Moscou à surveiller leur couverture aérienne. Depuis des mois, sur ordre, les forces russes ramassent toutes les carcasses de drones ukrainiens à Donetsk, Zaporizhia, Koursk et partout ailleurs sur la ligne 0. Ce n'étaient pas de simples quadricoptères de jardin. Dans le mélange ukrainien, il y avait des drones vol en immersion sophistiquée, des Baba Yaga à 6 moteurs de levage lourds et des drones de frappe guidés par fibre optique, ainsi que des véhicules aériens sans pilote kamikaze à longue portée. La Russie était ravie. Le Kremlin, faisant face à ses propres goulots d'étranglement de production et à un secteur technologique sanctionné, a saisi une opportunité. Pourquoi acheter ou construire quand on peut voler au meilleur?
Des clips sur les réseaux sociaux montrent des techniciens russes ouvrant des drones ukrainiens, les branchant sur leur système et disséquant leurs commandes de vol et leurs modules de navigation. L'objectif russe était double: récolter des secrets technologiques pour renforcer leur propre conception de drones et, si possible, recycler les drones pour les redéployer contre les lignes ukrainiennes. Page arrachée d'un manuel soviétique, cannibaliser l'équipement ennemi et s'emparer des dépouilles. Mais cette fois, avec les dépouilles est venu un dard. Les Russes ne s'attendaient pas à la prévoyance de l'Ukraine. Les ingénieurs de drones de Kiev, ces héros méga geeks méconnus dans des ateliers de sous-sol et des usines secrètes, eh bien, ils avaient équipé leurs véhicules aériens sans pilote d'une charge utile cachée. Un logiciel malveillant si insidieux qu'il fait passer WannaCry pour un courrier indésirable. Chaque drone que les Russes ont recyclé était mortel. Une pilule de poison se dissolvant lentement, prête à se déclencher au moment où les techniciens russes les ont connectés à leur réseau. Le malware ukrainien ne désactive pas seulement les drones infectés. Chaque plateforme compromise se transforme en vecteur de maladie, un porteur d'une contagion numérique qui saute de système en système, de plateforme en plateforme, corrompant tout ce qu'elle touche. Les premiers signes de problème sont apparus fin mars, lorsque les opérateurs de drones russes dans le Donbass occupé ont signalé des dysfonctionnements. Les trajectoires de vol sont devenues chaotiques. Les données de ciblage brouillées et certains UAV russes sont réellement revenus à la base et se sont cachés dans les repères des opérateurs de drones. Au début, Moscou l'a attribué au brouillage ukrainien. Les unités de guerre électronique de Kiev ont été une épine dans le pied de la Russie. Le problème était présent dès le début, puis s'est aggravé. Une vidéo postée sur Telegram montrait une munition russe Lancet en déroute, filant hors de contrôle et s'écrasant sur une position vatnique près de Tourette. Mais ce n'étaient alors pas seulement les Lancet russes et les FPV qui étaient visés. L'Ukraine a visé l'or. L'Orion est l'un des systèmes véhicules aériens de combat sans pilote les plus prisés de la Russie, une contrefaçon du Predator qui est un atout de premier ordre dans la flotte de drones de la Russie. Une autre vidéo, géolocalisée à Koursk, capture un véhicule aérien de combat sans pilote Orion en plein piratage ukrainien. L'horreur de l'opérateur russe est palpable. Vous pouvez entendre la panique dans sa voix alors qu'il jure en regardant les images granuleuses. La vidéo montre la grande machine qui tire soudainement une aile et fait un virage à plusieurs G alors qu'elle plonge. Le moteur de l'Orion se met soudainement à hurler à pleine puissance au milieu des jurons russes. Le drone de 5 millions de dollars s'écrase d'abord dans une forêt. Le plus surprenant, ce n'était pas un cas isolé. Le logiciel malveillant ukrainien est contagieux et capable de sauter d'espèce en espèce, infectant une variété croissante de plateformes russes, l'Orion n'étant que le dernier. Le paquet cadeau numérique de l'Ukraine est conçu pour passer du drone ukrainien infecté à tout système russe avec lequel il interagit, comme les contrôleurs, les stations au sol, voire d'autres drones volant ailleurs dans le réseau russe. Pensez-y comme à un xénomorphe numérique, une menace cybernétique qui est mobile, flexible et hostile. Il s'éjecte dans chaque système qu'il touche, une cascade de codes corrompus, brûlant les ports USB, grillant les modules de navigation et transformant la flotte de drones de Moscou en une décharge volante. Des sources ukrainiennes donnent une idée de l'ampleur de l'opération. « Nous savions qu'ils tenteraient de voler notre technologie », a déclaré un ingénieur. « Alors nous leur avons donné un bonus à rapporter chez eux. » Ce quelque chose en plus est un chef-d'œuvre de la guerre cybernétique, adaptatif, résilient et implacable. Il ne se contente pas de bloquer le matériel. Il exploite les vulnérabilités du système notoirement disparate de la Russie, dont beaucoup reposent sur des logiciels obsolètes et des composants bricolés grâce aux sanctions occidentales. Une fois que le logiciel malveillant prend racine, il appelle à la maison, fournissant aux renseignements ukrainiens une mine d'informations sur les opérations de drones russes, les emplacements, les fréquences et même les habitudes des opérateurs avant de s'autodétruire dans un feu de chaos numérique. Certaines variantes sont capables de dormir dans les systèmes russes, des morceaux de code inoffensifs attendant d'être activés par un signal horaire ou une commande silencieux en attente, profondément dans le logiciel russe, aussi malin qu'une tumeur. La contagion a frappé de plein fouet les véhicules d'attaque indigènes russes. Ce sont les chevaux pâles qui accompagnent chaque vague de viande vatnique,
Ces assauts, vague après vague de troupes jetables soutenues par les UAV russes, dépendent tous des drones pour repérer les cibles, larguer des bombes et maintenir les forces ukrainiennes en échec. Mais rien de tout cela ne fonctionne plus et les drones tombent à gauche et à droite. Les pertes de troupes russes s'accumulent et avec la production à l'arrêt, chaque drone russe abattu ou défectueux, ding, la portée du logiciel malveillant est stupéfiante, un témoignage de la capacité de l'Ukraine à transformer une défense en une offensive gutturale. Même le Shahed 136, le cadeau de l'Iran à Poutine, n'est pas immunisé. Les équipages russes ont signalé que ces drones kamikazes déviennent de leur trajectoire ou explosent en plein vol après une maintenance dans des bases infectées. Le Lancet, la fierté et la joie de Zala, ne s'en sort pas mieux. Son prix de 30 000 $ ressemble à une mauvaise blague quand il fait demi-tour pour attaquer son contrôleur russe. La réponse du Kremlin a été prévisiblement maladroite. La Russie se précipite pour déployer des mesures de cybersécurité et des logiciels antivirus. Mais les robots ne vont pas résoudre un problème qui a été programmé pour se cacher, rester discret, puis frapper au pire moment possible. Les codeurs ukrainiens restent actifs. Ils sont déjà en train d'itérer, de créer des variantes de logiciels malveillants pour dépasser la défense de Moscou. Ce n'est pas qu'un combat statique. C'est une course, et les équipes agiles et minces de Kiev font le tour de la bureaucratie gonflée de la Russie. Il est facile de prévoir une escalade. Des hacks ukrainiens plus sophistiqués vont remonter la chaîne alimentaire, ciblant les réseaux de commandement et de contrôle, les portes dérobées pour les prises de renseignements, et peut-être même le sabotage de la célèbre compagnie de défense aérienne S-400 de la Russie. Si cela se produit, le ciel au-dessus de l'Ukraine occupée pourrait devenir beaucoup plus accueillant pour les pilotes de Kiev. Pour l'Ukraine, cela a été un triomphe de l'intelligence sur la force malgré son sous-équipement et son infériorité numérique. Kiev a fortement misé sur la guerre asymétrique, drones, guerre électronique et maintenant cyber sur le champ de bataille, et cela porte ses fruits. La stratégie du cheval de Troie ne consiste pas seulement à détruire les drones russes, il s'agit de semer le chaos, d'éroder le moral, d'acheter du temps pour que la production propre à l'Ukraine puisse augmenter, avec un objectif de 4 500 000 drones cette année. Ces usines sont une force que Moscou ne peut tout simplement pas égaler. Chaque véhicule aérien de combat sans pilote russe qui s'écrase est une menace de moins pour les lignes de l'Ukraine, une bombe de moins qui peut tomber sur ces villes. Et chaque système infecté est un rappel. Ne jouez pas avec une nation qui se bat pour sa vie. La Russie croyait pouvoir piller la technologie ukrainienne sans conséquence. Au lieu de cela, elle a attrapé un virus qu'elle ne peut pas éliminer, un cancer numérique qui ronge les entrailles de sa machine de guerre. Pour Poutine, ce sera un cauchemar sans fin. Les drones qu'il convoitait sont maintenant sa perte. Pour l'Ukraine, cela a été un signal mondial. Il ne survit pas seulement, il déjoue l'ours à chaque tournant. Alors que le soleil se couche sur la rivière Donetsk, quelque part sous la cave d'un bâtiment détruit dans un bunker profond et sûr, un codeur ukrainien sourit à un écran rempli de données de ciblage corrompues pour la Russie avec amour. En fin de compte, si vous êtes un envahisseur, vous devriez vous méfier d'un Ukrainien offrant un cadeau. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paye les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi? Eh bien, parce que YouTube n'a pas assez de créateurs en ce moment. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait lancer une chaîne YouTube. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous devriez commencer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment parfait. YouTube paie des millions aux créateurs chaque jour et il favorise maintenant plus que jamais les nouvelles chaînes et les petites chaînes. Vous avez sûrement beaucoup de questions sur comment lancer et faire grandir une chaîne YouTube. Je reçois ces questions dans mes emails tout le temps de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube dans un seul camp d'entraînement totalement gratuit. Si vous souhaitez lancer votre chaîne YouTube, inscrivez-vous à ce camp d'entraînement en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code Quick Response à l'écran. Ce camp d'entraînement est comme un appel Zoom, limité à 100 personnes. Inscrivez-vous rapidement avant qu'il ne soit complet.